Ah oui, les plébéiens. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire lorsque vous apprenez l'existence d'une grande et glorieuse civilisation passée? Une civilisation puissante et prestigieuse, dont l'histoire est teintée autant de hauts faits que d'événements sombres comme la trahison et le drame. Eh bien, si vous êtes un peu artiste, vous pouvez en faire une bonne histoire. En effet, la Rome antique a servi d'inspiration à bien des auteurs, et on la trouve dans plusieurs médias, que ce soit les jeux vidéo, les livres, les films, le théâtre, etc. Mais en raison d'ignorance ou de choix artistiques, ces œuvres ont véhiculé tout un tas d'idées reçues sur le sujet qui ont fait en sorte que l'on a tendance à croire que la réalité était comme dans ces représentations. Dans ce premier épisode, consacré au débunkage de clichés, je vous propose 4 fausses idées que nous allons éclaircir ensemble. Commençons avec un cliché assez simple. Vous connaissez Ben Hur? Vieux film de 1959, c'est l'un des 3 films de l'histoire qui a réussi à décrocher 11 Oscars, le maximum qu'un film puisse obtenir. Une scène célèbre de ce film est celui des Galériens, hommes de statut misérable, condamnés à ramer pour l'éternité sous les coups de fouet dans une cale crasseuse et puante, enchaînée lors des combats navals. Horrible, n'est-ce pas? Eh bien, le problème est qu'on a confondu les Galériens du XVIIe siècle avec ceux de l'Antiquité. Les rameurs que l'on voit dans ces galères étaient en effet plutôt des salariés, choisis pour leur force et leur endurance, car ramer dans une galère, c'était pas vraiment facile. Bien qu'effectivement ces cales devaient pluer, non mais imaginez, une centaine d'hommes en train de ramer à l'unisson dans une cale, ça doit sentir le fauve. Les rameurs étaient surtout des volontaires, des employés, sélectionnés spécialement pour leur force et leur endurance. On raconte même que parfois ils apportaient leurs coussins. Alors oui, c'est vrai, il est arrivé qu'on utilise des esclaves, en cas de manque d'hommes ou de situation désespérée. Mais pour ces hommes, la liberté était promise, que ce soit parfois avant ou après leur service. Ce qui faisait en sorte que les rameurs étaient des hommes forts et motivés, ce qui assurait le succès lors de certaines manœuvres lors d'engagement naval. Alors désolé Ben Hur, mais si on veut vraiment te punir, personnellement, je t'aurais envoyé dans les mines. Là, c'est vrai que les esclaves souffrent. Parlant d'esclaves, je me sens inspiré par une formule mathématique. Esclave plus Rome égale gladiateur? Ah, le cirque, les gladiateurs, les combats, l'arène, la gloire. Voilà un aspect des Romains qui a fantasmé beaucoup d'auteurs au cours des siècles. Imaginez, des gladiateurs, saluer la foule avec leurs phrases légendaires « Ahoi, Kaiser, morituri te salutant » devant un empereur et un public friand de sang, suivi d'un combat à mort dont le vaincu peut espérer la grâce avec le pouce levé. C'est un aspect qui frappe notre imagination et qui est fortement exploré dans la culture populaire. Pourtant, cette image est porteuse de beaucoup de fausseté. Juste la phrase, par exemple, la phrase que je viens de dire, celle que vous pouvez voir à l'écran, eh ben, elle n'a pas vraiment souvent été prononcée. Dans les sources, on la trouve prononcée une seule fois au cours d'un événement qui s'est soldé par l'exécution. Rien n'indique que ce n'était une formule que tous les gladiateurs respectaient méthodiquement avant chaque combat. Autre gros problème sur le cirque, on nous dépeint sans arrêt les gladiateurs comme des criminels ou des esclaves, destinés à mourir dans l'arène, à moins de l'emporter sur les adversaires qui croiseront sa route. Alors oui, il y avait des gladiateurs qui étaient des criminels ou des esclaves, mais c'est sans oublier qu'il y avait beaucoup de gladiateurs qui étaient des hommes libres, qui avaient décidé de s'engager de plein gré dans ces jeux-là. Et leur but n'était pas de tuer l'adversaire, mais de le vaincre. En effet, la plupart des morts durant les combats de gladiateurs proviennent d'accidents, étant donné que les armes utilisées étaient des vraies. En même temps, si vous essayez de vous battre avec un vrai couteau contre quelqu'un d'autre sans essayer de le tuer, des accidents, c'est vite arrivé. Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu finiras par blesser quelqu'un. Dans un combat de gladiateurs, on préfère plutôt se battre jusqu'à ce qu'un des combattants abandonne, soit pour cause de blessure ou d'épuisement. Les combats en eux-mêmes étaient très codifiés, avec des arbitres, et le spectacle était surtout le combat en lui-même, pas la mort. Et pensez-vous vraiment que l'entraînement, la nourriture et le logement d'un gladiateur se faisaient sans coût pour la société? Oh non! Tout a un prix, comme aujourd'hui d'ailleurs, et le prix de toutes ces dépenses, assuré par l'investisseur des jeux, était élevé. Quand un gladiateur abandonnait le combat et demandait grâce, la majorité des cas, l'empereur ou la personne qui présidait les jeux acceptait. Ou il devait rembourser le gladiateur s'il refusait, et c'est cher. C'est arrivé quelquefois, mais c'était plutôt rare. Et le pouce comme ça, là, ça pour la vie et ça pour la mort, c'est plutôt faux comme idée. Eh bien, en fait, c'est encore un débat.
Certains historiens pensent que le pouce levé signifie la mort et que l'on agitait un linge blanc pour signifier la grâce, mais le pouce pointé vers le bas pour la mort ne serait pas vraiment utilisé. Enfin, c'est encore à débattre. Au final, voyez les gladiateurs comme les stars sportives d'aujourd'hui. Ces hommes, comme nos athlètes modernes, devenaient riches et célèbres pour leurs combats et ils avaient toute une communauté de fans. Certaines femmes se battaient même pour avoir un flacon de sueur. La gladiature était simplement le sport du moment, et non pas une exécution. Alors les morts, bien que ça arrivait parfois, c'est plus souvent accidentel que voulu. Certains m'ont demandé pourquoi je ne faisais pas le geste du salut romain, comme dans Astérix par exemple. Eh bien, premièrement, je ne le fais pas pour des raisons évidentes, parce qu'après tout, ce salut ressemble beaucoup à un salut qu'un célèbre chef germanique utilisait durant le 20e siècle, mais aussi parce que ce salut-là n'a jamais été utilisé par les Romains en fait. Aucune source ou aucune représentation de ce salut n'a existé chez les Romains, et donc on considère qu'il était inconnu. En fait, ça vient surtout d'une reconstitution faite au 17e siècle, une mauvaise reconstitution du salut romain, que les peintres ont utilisé durant la Renaissance. Comme vous pouvez le voir dans ces représentations, le bras et la main n'est pas étendu, la paume face au sol, comme on peut le voir comme dans Astérix sur cette peinture. Mais un salut romain que l'on sait qui a été utilisé, par les militaires en tout cas, est celui-ci. Le poing sur le cœur. Parlant de militaires, il est temps de nous pencher sur le dernier sujet de cette vidéo, qui est l'armée romaine. La Légion romaine, une des armées les plus puissantes et perfectionnées de l'histoire. Observez cette discipline, ses armures, ses uniformes, je ferais tout pour en porter un. Eh bien, c'est semi-vrai. L'armée professionnelle que l'on s'imagine toujours et qui est pratiquement toujours dépeinte est celle-là. Vous la reconnaissez. L'uniforme rouge, armure en plate, bouclier dont les dimensions changent selon les médias. Parfois il est petit, ça fait pas de sens, parfois il est gros, un glaive. Voilà le légionnaire par excellence. Mais quand je dis que cette représentation est semi-vraie, je veux dire qu'elle a existé pour seulement une partie de la totalité de l'histoire romaine, qui comporte quand même un peu plus de 1000 ans si on ne compte pas la période médiévale. Non mais, sérieusement, vous imaginez vraiment que les légions romaines ont toujours été comme ça pendant 1000 ans sans connaître de changement? Qu'elles ont popé du jour au lendemain professionnelles fortes comme ça? Vous savez, représenter les légionnaires sous Jules César comme ça, c'est comme représenter nos militaires modernes avec l'uniforme de la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire. Ça fait pas de sens, il y a un décalage. En vérité, sous Jules César, les légionnaires ressemblaient plutôt à ça. Et comme vous pouvez le constater sur cette image, ben ils ont évolué beaucoup en fait. Éventuellement, je vais faire une vidéo sur ce sujet, parce que c'est quand même un gros sujet qui mérite sa vidéo à elle tout seul. Intéressons-nous à la période où les soldats étaient équipés de cette façon. Il est vrai que beaucoup de légionnaires portaient cette panoplie, comme vous pouvez le voir dans cette image. Mais c'est sans oublier que le concept d'uniforme n'existait pas à l'époque. Et donc, pas tous les soldats étaient vêtus et équipés de cette façon. Il y avait d'autres couleurs que le rouge, comme le blanc et le vert par exemple, dont on sait qu'ils étaient utilisés. On oublie que beaucoup portaient aussi ce qu'on appelle la lolica hamata, une espèce de cotte de maille. En passant, dans l'histoire romaine, cette armure a été l'armure qui a été le plus souvent utilisée durant toute l'histoire romaine. Certains historiens pensent même que l'armure de plate que vous pouvez voir, qu'on appelle aujourd'hui la lorica segmentata, était même moins utilisée que la cotte de maille. Et enfin, on oublie une armure qui était très souvent portée aussi, la lorica squamata, ou armure d'écaille. Autre gros problème de la Légion romaine, c'est que on n'a pas assez souvent d'auxiliaires. Les auxiliaires étaient des hommes qui ne sont pas des Romains, mais qui comportent quand même jusqu'à 2/3 de la totalité des effectifs, qui étaient soit des cavaliers, des archers, de l'infanterie et autres sortes de troupes spécialisées. D'ailleurs, voici à quoi ils se ressemblent. Ma question c'est pourquoi on représente jamais ces hommes-là alors qu'ils étaient clairement nombreux? Donc voilà à quoi ressemble la Légion de cette époque. La moitié de l'armée composée de légionnaires réguliers, et l'autre moitié composée d'auxiliaires, parfois jusqu'à 2/3 du total de l'armée. Merci les plébéiens d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner et donc rejoindre ma légion, liker et partager, ça aiderait beaucoup ma cause. En attendant, moi je vous laisse. J'ai un livre passionnant à lire. Les Gaulois portent la moustache et mangent du sanglier? Oh